famille. Éducation bien ordonnée commence par soi-même. Telle pourrait être la vision éducative d'Edith Stein. Edith Stein vient au monde dans une famille juive le 12 octobre 1891 à Breslau, en Prusse. C'est la 7e des 11 enfants de Siegfried et Augusta Stein, dont 4 sont morts en bas âge. Elle perd son père à l'âge de 2 ans et sa mère reprend alors le commerce de bois de son mari et grandit dans cette famille nombreuse, simple et aimante. Elle s'éloigne à l'âge de l'adolescence de toute croyance religieuse en même temps qu'elle quitte librement l'école pour un temps. Sa vive intelligence l'engage à rechercher la vérité avec les moyens nécessaires. Elle reprend donc le lycée et va s'inscrire à l'université pour suivre les cours qui l'intéressent en psychologie et philosophie. Edith est l'une des rares femmes de son époque à fréquenter l'université. Elle sera la première femme docteur en philosophie avec sa thèse sur l'empathie. Puis, elle devient élève et assistante d'Edmund Husserl, dont les travaux en phénoménologie rendent la jeune femme attentive aux phénomènes religieux. La question de la foi en Dieu s'impose progressivement à elle, et en 1921, la lecture de l'autobiographie de Thérèse d'Avila la décide à demander le baptême dans l'Église catholique. Elle a 30 ans. Unissant ses compétences philosophiques à la lumière de ce que donne la foi, Edith Stein se consacre pendant une dizaine d'années à l'enseignement au couvent des dominicaines de Spire. Son principal souci est de mettre en valeur la personne humaine. Interdite d'enseignement en raison de son origine juive, elle entre au Carmel de Cologne en 1933 et y prend le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. Elle quitte l'Allemagne et part pour le Carmel d'Echt en Hollande en 1938. À la suite d'une dénonciation des exactions nazies par les évêques hollandais, le pouvoir national-socialiste décide de déporter tous les chrétiens d'origine juive. C'est ainsi que le 9 août 1942, Edith Stein meurt dans les chambres à gaz d'Auschwitz, à la fois victime de la Shoah et témoin du Christ. Elle sera canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998 et proclamée copatronne de l'Europe en 1999. Cette courte biographie d'Edith Stein nous fait entrevoir l'expérience éducative qui est la sienne, et c'est le sujet que nous évoquerons aujourd'hui. Pour en parler, j'accueille Marion Lucas. Nous sommes bien dans nos vies de famille pour parler aujourd'hui d'éducation à la lumière des enseignements d'Edith Stein. Cette émission vous est présentée par Perrine Duchesne. Bienvenue à tous. Bonjour Marion. Bonjour Perrine. Vous êtes à la fois mère de famille, philosophe, essayiste et conférencière. Votre travail de doctorat en philosophie portait sur la question de la liberté de la femme dans l'enseignement d'Edith Stein, et vous avez également publié le livre « Le mystère d'une belle âme » en 2021. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Edith Stein ? Oui, alors Edith Stein, je l'ai rencontrée à la faveur de vacances que je passais avec une amie, pas loin d'ici. Elle lisait le livre de Joachim Boufflet intitulé « La philosophe crucifiée ». Et ça m'a amusée d'ouvrir le livre sans trop y réfléchir. Et je suis tombée sur une citation d'Edith Stein, parce que Joachim Boufflet a le bon goût de citer pas mal les personnes dont il écrit les biographies. Et c'était une citation qui portait sur la filiation divine. Qu'est-ce que ça change en fait qu'une personne reçoive le baptême ? Qu'est-ce que ça change dans son être profond de devenir enfant de Dieu ? Et cette citation m'a complètement enthousiasmée, en même temps bouleversée. Et à la suite de ça, j'ai acheté tous les livres qui avaient été publiés, des écrits d'Edith Stein. Et comme on m'avait suggéré de faire une thèse, et ben je me suis dit, dans le fond, pourquoi pas faire ma thèse, mais dans ce cas, sur elle, sur son enseignement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. D'accord. Donc, vous avez choisi votre sujet de thèse comme ça, avec une orientation plus sur la femme, la vision de la femme d'Edith Stein. Exactement, parce que je n'avais pas été très convaincue par le féminisme contemporain. Je ne suis toujours pas très convaincue. Et donc, en creusant le sillon d'Edith Stein, j'ai mieux compris ce que ça pouvait être qu'un féminisme bien orienté. Mais à la limite, je trouve que même le féminisme en lui-même n'est pas si intéressant que ça. Ce qui compte, c'est de pouvoir se déployer dans le sens de son être. Et c'est ça, en fait, qui rend la personne humaine libre. Ça m'a complètement enthousiasmée, qu'on soit homme ou femme, c'est valable de toute façon. Hein. Mais ça venait répondre à un questionnement intérieur et intime. Et voilà, je pense aussi à un phénomène de libération personnelle aussi, de devenir libre, moi aussi, à travers cette recherche. Alors là, on est là pour parler plus spécifiquement d'éducation, selon sa vision. Et qu'est-ce que Edith Stein a reçu comme éducation elle-même ?
Alors, avec ce que vous avez raconté de sa biographie, on voit qu'elle perd son père très jeune. Elle a à peine 2 ans, en fait, quand elle perd son père. Et elle le perd d'une manière extrêmement brutale et elle n'en gardera absolument aucun souvenir. Elle reçoit, en fait, quand on y réfléchit, une éducation presque exclusivement maternelle. Parce qu'il n'y a plus qu'Augusta pour s'occuper d'elle, mais il y a quand même ses frères et sœurs aînés qui sont, comme souvent dans les grandes fratries, très enthousiasmés, très attendris par leur petite sœur. Et Augusta va faire ce choix audacieux d'élever sa tribu sans l'aide de ses frères, beaux-frères, vous savez, les familles juives qui marchaient un peu comme des clans. Et là, non, elle décide de faire ça toute seule. Et donc, Edith va profiter, si on peut dire, de cette harmonie familiale, mais qui reste un petit cocon. Et ensuite, c'est ses professeurs à l'école qui vont, certains professeurs hommes, qui vont se charger de lui donner des conseils pour sa propre vie. Et puis, bien sûr, après, l'influence énorme de Husserl, d'amitié très forte aussi avec des hommes dans ses recherches philosophiques, qui vont achever de la construire, ou en tout cas participer à sa construction. Et donc, elle a reçu une éducation et après, elle a elle-même dispensé l'éducation. Donc, quelle a été son expérience éducative? Combien de temps ça a duré? Parce que finalement, ça a duré assez longtemps. Ça a duré assez longtemps, mais elle dit bien qu'elle est presque gênée, dans une de ses conférences qu'elle introduit comme ça, presque gênée de donner des conseils d'éducation, puisqu'elle-même n'a pas eu d'enfant. Et pourtant, elle dit, je pense que vous pouvez me faire confiance, parce que j'ai une expérience de vie de famille qui est vaste, qui est avec de nombreuses personnes qu'elle a côtoyées, de nombreux enfants. Donc, elle a fait déjà ses armes au contact de sa propre famille. Et puis, elle s'est passionnée pour la personne humaine. Elle s'est passionnée, donc elle a fait sa thèse sur l'empathie. Elle s'est passionnée pour l'être humain et c'est ce qui a fait que toute rencontre humaine était pour elle une occasion d'en apprendre, en fait. Donc, c'était au cœur de ses recherches. Son sujet, c'était la personne humaine. Comment la personne humaine se déploie dans son intégralité, à partir du plus profond jusqu'au plus extérieur. Ça, c'était une passion pour Edith Stein. Et donc, quelle est sa vision de l'éducation, donc le déploiement de la personne humaine, mais plus concrètement, comment est-ce qu'elle l'envisage? Elle l'envisage à partir du plus intérieur, le mouvement de l'éducation. Et c'est un peu étonnant parce que quelquefois, on se dit qu'il faut donner une bonne éducation à nos enfants. Et donc, on a l'impression qu'on va un peu leur donner une armure, en fait, pour affronter l'existence. Et elle part, en fait, de la vie intérieure. Il faut découvrir, en tant que parent, la pente ascendante, en quelque sorte, de son enfant, de quelle mesure il se déploie vers le haut. Évidemment, malheureusement, plutôt, on a quelquefois moins de difficultés à découvrir la pente descendante, donc les défauts. Mais il faut aussi trouver son orientation vers le haut et guider l'enfant vers le haut, mais à partir du plus intérieur. Donc, on puisse l'aider à trouver les clés, en fait, de sa vie intérieure. C'est ça, le secret, le défi que doit relever l'éducateur. Donner à l'enfant ses propres clés de sa vie intérieure. Mais ça pourrait être possible que dans la mesure, c'est pour ça que souvent je suis un peu dans la provocation, mais j'aime bien dire quand même, c'est que sinon l'éducation, ça sert à rien. Et alors, évidemment, c'est une provocation, mais l'éducation ne sert à rien si l'éducateur lui-même n'est pas en mesure de saisir sa propre vie intérieure et donc les clés de sa vie intérieure. Il saura le faire pour d'autres s'il le fait pour lui-même. Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous partez du principe que il faut que l'éducateur soit orienté intérieurement afin de pouvoir guider quelqu'un sur le chemin de l'éducation. Et ça, c'est Edith Stein qui l'exprime. Oui, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'éducation bien ordonnée commence par soi-même. C'est dans la mesure où je me prends comme terrain des valeurs que je veux transmettre et que je tâche d'acquérir les valeurs que je veux transmettre, alors je suis plus en mesure de le transmettre à autrui et notamment à mes enfants. Si on prend un exemple, si je veux que mes enfants aient de l'humour, c'est hyper important de faire en sorte que moi-même, j'ai de l'humour, que je sois capable de rire avec eux de moi, de rire avec eux d'eux, de rire de situations, voilà, d'acquérir de l'humour soi-même pour pouvoir le transmettre. L'honnêteté, le sens du service, tout ça, ça s'acquiert en fait au contact de ce que l'éducateur lui-même est. Elle dit bien, Edith Stein, qu'à la limite, les grands discours n'ont pas beaucoup d'intérêt tant qu'on n'est pas un exemple vivant, c'est son expression, un exemple vivant de ce que l'on enseigne. Alors, pour être un exemple vivant, vous parlez d'intériorité avec l'âme comme point d'appui d'éducation. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'appuyer sur notre âme et qui est le lieu de rencontre avec le divin, finalement. Oui, mais alors avant que ça soit le lieu de rencontre avec le divin, qui est un peu le summum, et c'est ce que dit Edith Stein, mais c'est le summum dans le sens de la vie intérieure. Donc plus c'est profond, plus on s'élève en fait. Parce qu'effectivement, plus c'est profond, elle parle même du tréfond de l'âme, donc c'est plus profond que le fond.
au tréfonds de l'âme, on se tient à la source divine, effectivement. Dieu qui nous a créés se tient là. Mais avant même d'accéder à ça, c'est le fait d'acquérir ce qu'elle appelle des valeurs. Les valeurs dans la phénoménologie, ça peut être la bonté, la beauté, la fidélité, la sainteté. Ça, c'est des valeurs dans la mesure où elles ont un pouvoir de pénétration jusque dans l'âme. Et en fait, ça nourrit l'âme. Et toutes ces valeurs, c'est la famille, bien sûr, qui va les transmettre. C'est aussi l'école qui est censée les transmettre à travers la présentation des biens culturels d'un peuple, la culture, la littérature, l'histoire, les langues, qui permettent de nourrir l'âme aussi. Et au fond du fond, c'est effectivement fortifier l'être humain à partir justement de son intériorité pour que, pourquoi pas, il découvre que Dieu se tient au fond de lui et que son âme est marquée d'un sceau divin. Mais pour le dire encore autrement, la matière première de l'éducation, c'est l'âme humaine. C'est ce qui anime la personne humaine. Donc c'est un peu, pour moi, ça a été un peu étonnant de penser que c'était à ce point profond et que c'était pas un placardage, encore une fois, sur la personne. Mais c'est faire émerger ce qu'il y a en lui de beau. Elle parle même du petit grain d'or qui est présent en chaque personne humaine. Et en fait, c'est comme si l'éducateur était un chercheur d'or. On cherche le trésor, le petit grain d'or qui est enfoui dans notre enfant, qui est enfoui dans l'élève qui se tient devant nous. Et on doit le détecter. On doit être un détecteur de talent, en fait, mais un détecteur de ce petit grain d'or, pas pour le chipper, pas pour le dérober, mais pour finalement le mettre dans la main de l'enfant et qu'il puisse se dire, voilà ce que je suis, voilà ce que je vaux de l'or. Et donc, ça permet de tenir debout dans la vie et d'affronter son destin. Elle parle également dans l'éducation des responsabilités et gratitude. Et donc, responsabilité, vous l'expliquez un peu en disant, en fait, on exprime son jeu intérieur et on est réellement nous-mêmes et on ne peut éduquer qu'à condition déjà de nous être nous-mêmes et de pouvoir assumer les conséquences de nos actes, être adulte vraiment. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Oui, en fait, elle dit que la structure de l'être humain, elle est personnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a toujours un « je » qui se tient dans l'être humain. Un « je », quelqu'un qui dit « je suis Marion, je suis Perrine, je suis Edith Stein ». Donc, quelqu'un qui dit « je », donc on grandit jusqu'à pouvoir dire « je » et assumer sa propre vie et donc en répondre. C'est ça l'idée de la responsabilité, c'est d'en répondre. Et ça peut effectivement souvent... J'allais dire, ça ne peut que conduire. Souvent, ça conduit à la gratitude parce qu'en fait, on ne s'est pas fait soi-même, on s'est reçu d'un autre. Et donc, dire « je », c'est aussi savoir que je suis reçu d'un autre, j'ai été créé par un autre. Je suis une créature qui a jailli des mains d'un créateur. Merci beaucoup. Nous allons nous interrompre quelques instants pour une pause musicale. Nous sommes dans l'émission Vie de famille sur le thème l'éducation selon Edith Stein. Nous sommes en compagnie de Marion Lucas, philosophe et mère de famille. Nous avons découvert dans la première partie avec vous la vie d'Edith Stein, son expérience éducative et sa vision de l'éducation. Nous continuerons notre exploration dans la deuxième partie. En attendant, nous écoutons le concerto pour 2 violons et cordes de Jean-Sébastien Bach, compositeur qu'Edith Stein aimait beaucoup. On se retrouve juste après.
Merci de nous rejoindre à l'écoute de Vie de famille. Nous sommes aujourd'hui avec Marion Lucas pour parler du thème « L'éducation selon Edith Stein ». Nous avons évoqué en première partie la vie d'Edith Stein, son expérience éducative et sa vision de l'éducation, que nous allons poursuivre maintenant. Alors, on a parlé dans une première partie de l'orientation intérieure que l'éducateur doit avoir, c'est-à-dire dans quel esprit il doit agir. On peut peut-être maintenant évoquer comment agir, quelle est son attitude extérieure à avoir. Quelle est l'attitude, effectivement, que l'éducateur peut avoir face à l'enfant qu'il élève, que ce soit le sien ou que ce soit celui d'un autre, peu importe. Mais il y a plusieurs manières peut-être de pratiquer l'art d'éduquer, parce qu'effectivement, elle dit bien ça, elle dit bien que c'est un art. Et donc, un art, ça s'apprend, c'est-à-dire qu'il faut remettre plusieurs fois son ouvrage sur le métier, et de différentes manières, afin, en quelque sorte, que soit tissée une toile, en fait, autour de l'enfant, comme un filet protecteur qui l'aide à grandir. Et on peut discerner différentes manières de faire. On a évoqué déjà dans la première partie une attitude qui relève de celle du détecteur, le détecteur de talent, en quelque sorte, qui va s'efforcer de mettre l'enfant en contact de ses qualités, en fait, intérieures, du trésor qu'il porte en lui. Donc, elle parle de ce petit grain d'or. Donc, un détecteur de talent qui va non pas détecter les talents pour les exploiter pour lui-même, mais pour que l'enfant prenne ensuite en main sa vie intérieure et sache diriger son existence à partir du plus intérieur. Mais ceci dit, il faut garder aussi à l'esprit qu'il faut beaucoup d'humilité en tant qu'éducateur et qu'il est comme un funambule, il est toujours en train il est sur une ligne de crête, en fait, l'éducateur. Il faut être sûr de rien. On ne peut être sûr de rien parce que la matière qu'on traite, l'âme humaine, est extrêmement fragile, extrêmement précieuse. Et il y a aussi beaucoup d'inattendus parce que la personne humaine est pleine de ressources et de richesses. Et enfin, on pourrait peut-être aussi discerner une autre attitude, celle du passeur, c'est-à-dire celui qui, encore une fois, prend conscience qu'il a en face de lui un trésor brut qu'il va falloir un peu sculpter, mais il va pas le capter pour lui, il va l'orienter vers l'enfant pour qu'il prenne en main son trésor, donc comme un passeur aussi qui ferait un chemin pour aller plus loin, qui ferait un chemin vers le ciel. Voilà, donc l'éducateur, il est en amont de celui qui l'éduque pour aussi montrer un chemin d'ouverture vers le ciel. Alors, en tant que passeur, vous parliez aussi de la contagion des émotions, heureuses ou malheureuses, en fait, et de l'exemplarité des éducateurs. Effectivement, les enfants sont souvent des éponges. Donc, que nous dit Edith Stein à ce sujet ? Elle montre que l'enthousiasme de l'éducateur pour certaines choses, que ce soit par exemple pour la matière qu'il enseigne, si c'est un enseignant, un professeur d'histoire enthousiasmé par ce qu'il enseigne, forcément il va susciter l'enthousiasme. Les parents éducateurs qui sont des gens joyeux, ils vont susciter la joie. Et on peut prendre les choses à l'inverse. Celui qui se languit dans son métier va transmettre une forme de lassitude à ses élèves. En tout cas, ça manquera de punch. Les parents qui sont plus... je donne un exemple, je sais pas, qui me passe par la tête, une maman qui serait très météo-dépendante va peut-être plus influencer aussi ses enfants dans le sens, les jours de pluie sont des jours malheureux. Je caricature évidemment, mais c'est pour faire comprendre qu'il y a une contagion des émotions et que la joie suscite la joie. Voilà, la peine suscite la peine, l'aridité suscite l'aridité. Et donc, il faut se souvenir que c'est notre posture, notre thermomètre en fait intérieur qui vient aussi influencer nos enfants de manière complètement diffuse, mais réelle. Et donc, si on en a conscience, on est plus nous-mêmes aux commandes de notre propre vie intérieure et donc on transmettra des trésors ou peut-être des formes de ralentissement. Les choses viennent de nous aussi en tant qu'éducateurs. Est-ce que peut-être Edith Stein a expérimenté ça en camp de concentration? Il me semble qu'elle avait une attitude, elle gardait une attitude intérieure qui se transmettait à l'extérieur. Qui était visible effectivement, qui était visible à l'œil nu. Alors les témoignages sont très touchants, même si son passage à Westerbork et ensuite à Auschwitz ont été très courts en fait dans le temps. Mais il y a eu le témoignage d'un homme qui faisait du commerce et qui a réussi à échapper à tout ça et qui a du coup à raconter comment se comportait Edith Stein. Elle disait qu'elle se comportait comme un ange de consolation en fait au milieu du désarroi, notamment des mères qui y avait beaucoup de cris, les enfants étaient très inquiets, tout ça c'était un climat extrêmement difficile. Et Edith Stein était comme un ange de consolation. Et en même temps, il y a une autre religieuse qui a pu témoigner après aussi, qui s'en est sortie, qui disait qu'elle avait un sourire qui faisait mal. Parce qu'en fait, elle avait aussi pressenti tout ce qui allait se passer. Elle avait peut-être moins de naïveté que d'autres, mais elle a gardé son sourire. Et son dernier billet qu'elle a envoyé à sa communauté de carmélites, elle disait « Nous commençons seulement un peu à comprendre comment on peut vivre à partir de sa vie intérieure ». Moi, j'avoue, quand j'ai découvert c'est presque cet ultime message d'Edith Stein, qui fait partie donc de sa correspondance, qui est assez dense, c'est assez marquant de se dire qu'elle a essayé d'enseigner ça toute sa vie
Et c'est sur toute fin de sa vie, dépourvu de tout, qu'elle en a plus fait encore l'expérience. Nous commençons seulement un peu à comprendre comment on peut vivre à partir de son intériorité la plus profonde. Moi, j'ai trouvé ça déchirant de découvrir ça, et en même temps, à la fois, oui, et à la fois enthousiasmant, parce que ça veut dire qu'il faut tous qu'on s'y mette, un jour après l'autre, pour extraire de nous, de notre vie intérieure, le trésor, la richesse, la lumière. En fait, tout est en nous, à l'état de germe, il faut tout faire pousser. Et donc, toute cette attitude, effectivement, intérieure pour la transmettre a une finalité. Alors, quelles sont les finalités de l'éducation? Comment le voit Edith Stein? On pourrait dire qu'il y a peut-être deux axes, un axe naturel, un axe surnaturel. L'acte naturel, c'est de transmettre aux générations qui viennent une force pour tenir debout dans la vie, pour affronter leur propre destin. Donc, on pourrait dire une finalité anthropologique, naturelle, que les gens soient, j'allais dire, bien dans leur bien dans leur vie, bien dans leur pompe, qu'ils soient tout simplement heureux, qu'ils soient épanouis, qu'ils deviennent de plus en plus ce qu'ils sont. Mais ça serait déjà pas mal comme finalité, une finalité naturelle. Et chez elle, c'est ajouter une finalité surnaturelle. C'est qu'en fait, les parents, les éducateurs sont tenus, on disait à l'instant, d'orienter les jeunes vers le ciel, c'est-à-dire vers une forme de sainteté en fait, et que l'éducation s'apparente à un travail de sanctification, et ça ne sera possible encore une fois qu'à la mesure de cette porosité qui existe entre l'éducateur et l'éduqué, et c'est-à-dire que l'éducateur doit lui-même être dans cette posture de chercher à se sanctifier, devenir saint, pour entraîner les autres à sa suite. Donc la deuxième vision, elle est surnaturelle dans la mesure où la sainteté, c'est un peu le sésame pour accéder au ciel, et qu'on soit sur les autels après ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on se soit déployé dans le sens de notre être, qu'on sorte de la vie plus grand que quand on y est entré, en fait. Et vous parliez aussi, ou elle parlait, du service du bien commun. Aussi l'éducation qui sert à la vie en société, en fait, au bien général, au bien commun. Voilà, on ne cherche pas à s'éduquer soi-même pour un plaisir, je veux dire, individualiste et personnel. On se déploie, on déploie sa personnalité, on déploie son être pour l'offrir, en fait. Pour l'offrir plus concrètement, pour l'offrir dans l'amour à la personne qu'on va aimer, peut-être dans une vocation mariage, pour l'offrir dans l'amour à une communauté qu'on va peut-être épouser aussi, pour l'offrir dans l'amour à la vie qu'on va avoir, en fait, et à toute personne rencontrée. Et ça fortifie effectivement toute une société que d'avoir des êtres qui sont épanouis, en fait, qui sont déployés. Et ça, c'est viser le bien commun. Et alors vous, en tant que mère de famille, concrètement, comment vous mettez en œuvre les conseils éducatifs d'Edith Stein? Enfin, est-ce que vous avez des exemples pratiques et concrets? Concrètement, je trouve qu'à partir de moi, si j'essaie d'adopter la posture d'Edith Stein, c'est-à-dire qu'il faut que je commence par moi-même, éducation bien ordonnée commence par soi-même, je trouve que ce sont plutôt mes enfants qui m'ont éduquée. Parce que on apprend avec eux, et grâce à eux, justement, la fidélité, se maintenir dans sa tâche. On apprend l'humour, parce qu'ils rient de nous et il faut l'accepter et c'est heureux. On apprend aussi la créativité, parce qu'ils ne sont pas tous faits pareil. Donc on est obligé de jouer sur plusieurs tableaux. Ils sortent de nous, mais ils ne sont jamais comme nous. Et ils ne sont jamais identiques les uns aux autres, parce qu'il y a aussi ça chez Edith Stein qui est très marqué, cette unicité de la personne humaine. Être capable de c'est montrer aussi que on est unique. Ce que je suis ne s'est jamais vu avant et ce que je suis ne se reverra jamais après moi. Et nos enfants, c'est la même chose. Donc on a des espèces de petits chefs-d'œuvre en germe qu'il va falloir aider à se déployer. Et donc je dirais que c'est plus moi qui acquis des choses que eux. Je sais ce que je leur dois. Je ne suis pas sûre de savoir ce qu'ils me doivent, mais je sais ce que je leur dois d'une façon très certaine. Et cette persévérance dans l'amour, cette joie aussi, et puis cette capacité à passer les choses au creuset de ma vie intérieure plutôt que de réagir trop vite. C'est assez concret en fait, ça. De se dire, si je pars de moi, dans ces cas-là, je reçois des choses d'eux qui vont rentrer en moi et qui vont m'éduquer en fait. Et c'est dans la mesure où je me laisse éduquer, je pense que du coup, on devient éducateur. Merci. Donc, l'éducation se fait à partir de l'intérieur de l'être vers l'extérieur. Elle éduque aussi l'éducateur, puisqu'il commence par
devoir s'éduquer lui-même. Vous parliez de l'humour tout à l'heure. Je crois que Edith Stein avait une maman qui était très gaie et qui avait beaucoup d'humour. C'est sûr qu'Augusta Stein est une très belle figure à étudier quand on étudie l'éducation chez Edith Stein, c'est de voir aussi le lien mère-fille qu'il y avait. On parle souvent aussi de cet humour juif qui est assez fin et qu'on trouve beaucoup chez les Stein. Et je pense qu'à propos de l'humour, et à la limite on pourra terminer là-dessus, mais c'est de se souvenir que ce qui décongestionne les émotions, c'est souvent l'humour. Les émotions dans l'éducation, les incompréhensions. Rire un peu de tout ça, ça soulage. Et ça nous entraîne, je crois, en tout cas moi, Edith Stein m'a éduqué à cela, à un certain devoir d'insouciance par rapport à ce que deviennent mes enfants, à ce qu'ils deviendront. Ça ne m'appartient pas, ils m'ont été confiés. Et j'ai été posée dans la vie là pour les guider, pour les entraîner vers leur source intérieure. Mais en fait, le résultat ne m'appartient pas, ne me regarde pas. Le devoir d'insouciance, je pense, c'est une chose à cultiver dans le monde contemporain notamment. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Marion Lucas, d'être venue témoigner aujourd'hui sur le thème de l'éducation. Cela nous a permis de mieux connaître Edith Stein et de nous encourager à accompagner nos enfants à devenir ce qu'ils sont. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet dont nous vous mettrons le lien sur le replay de l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans Vie de famille. C'était Vie de famille.